On a tous un film qui nous a traumatisés enfants, des histoires cauchemardesques qui nous ont fait trembler jusqu'aux os. On est 3 sur la chaîne et ce soir, pour Halloween, on va vous parler du film qui nous terrifie encore aujourd'hui. Enroulez-vous dans votre couette et préparez-vous à avoir peur. Le projet Blair Witch. On était en plein milieu d'après-midi, il y avait un beau soleil dehors, j'étais avec ma mère et ma sœur devant la télé du salon, vraiment pas les meilleures conditions pour apprécier un film d'horreur, et pourtant, même comme ça, quand j'ai terminé le projet Blair Witch, j'étais tétanisé. Un peu avant sa sortie, en 1999, des affiches commencent à circuler aux États-Unis. Elles rapportent la disparition de 3 étudiants aperçus pour la dernière fois dans la forêt de Black Hills, près de Burkittsville. Au bout d'un moment sur internet, on commence à entendre les rumeurs comme quoi on aurait retrouvé la caméra des étudiants en plein milieu de la forêt et on prévoit de passer les images au cinéma. On a peur, on se demande si c'est vrai ou pas. En quelques mois, le site récolte plus de 160 millions de clics. Heureusement, le film sort et on se rend compte que c'était juste un énorme coup marketing. Le succès est au rendez-vous. 248 millions de dollars au box-office pour moins de 500 000 dollars de budget. C'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Il a terrorisé les salles obscures et on le considère comme le premier vrai found footage. Les productions où la caméra fait partie de l'histoire. C'est un peu l'ancêtre de Paranormal Activity, REC et une montagne d'autres. On suit l'histoire de Heather, Mike et Josh, 3 étudiants qui partent en forêt pour faire un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Une vieille légende locale qui parle d'une sorcière dans une cabane au fond des bois. Elle kidnappe les gens 2 par 2, elle en met un au coin tandis qu'elle massacre l'autre sans pitié. Plus les étudiants avancent dans la forêt et plus ils ont l'impression d'être observés. Et pour ne rien arranger, ils se perdent et ont du mal à retrouver leur chemin. Un cimetière, des cairns, des statues de bois dans les arbres, quelque chose ne veut pas d'eux ici. La nuit tombe. Ils n'ont pas d'autre choix que de camper, mais soudain, la tente bouge dans tous les sens. Ils sortent en panique et rien. Josh n'en peut plus, il craque et s'enfuit tout seul dans les bois. Mike et Heather tentent de le retrouver et finissent par l'entendre crier au loin dans le cœur de la forêt. Ils suivent le bruit jusqu'à une maison abandonnée couverte d'empreintes sanguinolentes. Mike entend les cris de son ami au sous-sol, mais se fait soudainement attaquer par une force invisible. Heather le rejoint juste après, elle voit Mike au coin. Elle crie, quelque chose l'attaque, la caméra tombe... Et c'est la fin. À ce moment-là, j'étais tellement tendu. J'ai pas réussi à bouger pendant plusieurs minutes. Ce qui est incroyable avec le projet Blair Witch, c'est qu'on ne voit rien du tout. Pas un seul instant on ne voit de monstres, d'esprits ou même de sorcières. Y a pas de jumpscare, tout se joue sur l'ambiance, la sensation d'être épié et les éléments de plus en plus flippants que les personnages découvrent. Pour ça, le found footage fonctionne à merveille. On est très loin de la débauche d'effets spéciaux ou de trucage qu'on trouve dans les films du même genre. Là, on dirait vraiment un petit documentaire étudiant réalisé avec les moyens du bord. Y a pas de musique, on a juste le point de vue des caméras, on est complètement à leur niveau et on découvre l'horreur en même temps qu'eux. Il y a pas d'explication non plus. Au final, on ne sait même pas ce qui est arrivé aux héros, ni même ce qui les a attaqués. Si on a peur, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est notre cerveau qui remplit les trous. Après tout, la pire des horreurs, c'est celle qu'on imagine nous-mêmes. Ça n'a pas empêché les gens sur internet de monter des théories. Pour certains, le monstre c'est une sorcière, pour d'autres c'est un Wendigo, mais la théorie que je préfère, c'est celle qui dit que la menace, depuis le début, c'est les 2 garçons. Il y a plusieurs choses étranges. Pourquoi les héros ont tant de mal à retrouver le chemin de la voiture? Ils ne sont pas si loin, ça devrait pas être si dur que ça. On dirait qu'à chaque étape, Mike et Josh font tout pour se compliquer la vie. Ils jettent la carte sans raison, ils empêchent Heather d'utiliser la boussole, presque comme s'ils faisaient exprès de se perdre. C'est également seulement après la disparition de Josh qu'on commence vraiment à entendre des bruits étranges. Et lorsqu'on entend enfin ces cris, Mike, qui était jusque-là un trouillard de première, n'hésite pas une seconde et court dans sa direction jusqu'à la maison abandonnée. À l'intérieur, il est aussi très bizarre. On dirait qu'il n'a pas peur du tout et en plus il annonce tout ce qu'il fait à voix haute. Mais Heather est juste derrière lui. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça? Peut-être pour que Josh, caché dans la maison, puisse attendre le bon moment pour frapper. Bon, tout ça c'est un peu cassé par la suite sortie en 2016 où on voit vraiment la sorcière. Mais le film est vraiment pas ouf, alors on va dire qu'il compte pas. La Mouche.
Petite, il y a une scène qui m'a marquée dans Les Dents de la Mer. L'un des personnages descend dans les profondeurs pour explorer une épave. Il s'approche lentement, recherche des survivants, quand soudain un corps apparaît devant lui. Boursouflé par l'eau, l'œil arraché, j'ai supplié mes parents d'arrêter le film tellement j'avais peur. D'ailleurs, depuis, je l'ai toujours pas terminé. Bon, on ne va pas se mentir, même moi aujourd'hui, ça me fait sourire. Les effets ont vieilli, on n'y croit plus trop, mais n'empêche, quand t'es petit, ça t'empêche de dormir. La peur, c'est ultra subjectif. Pour certains, leur trauma, c'est l'horreur psychologique. Pour d'autres, c'est le paranormal. Parfois, c'est aussi des phobies très précises, comme les aliens par exemple. Personnellement, dès que ça touche au corps, ça me terrifie et surtout, ça me dégoûte. Un film comme ça, c'est le body horror, un sous-genre de l'horreur qui a brillé il y a pas si longtemps par exemple avec la Palme d'Or 2021, Titane. Tout simplement, on nous montre des membres coupés et d'autres formes de violence sur les corps qu'on pousse à l'extrême. On nous met à l'épreuve pour voir jusqu'à quel point on tient devant l'atroce. Frankenstein, c'est un peu le premier du style, mais depuis, on est allé beaucoup plus loin. Celui qu'on considère souvent comme le plus grand réalisateur de body horror, c'est David Cronenberg. Il y consacre toute la première partie de sa carrière. Vidéodrome, Chromosome 3, Frisson, Rage, comme je suis maso, j'ai fini par tous les voir. Mais il y en a un qui m'a vraiment marqué, La Mouche. L'histoire d'un scientifique, Seth Brundle, qui invente un moyen pour se téléporter. Il crée deux grosses machines, l'une dans laquelle vous entrez et l'autre où vous allez sortir. Au début, c'est pas fou, mais au bout du deuxième essai, il va réussir à téléporter un singe. Il ne reste plus qu'une étape, essayer avec l'homme. Il n'a pas de cobaye sous la main, du coup il le fait lui-même. Il monte dans la machine, démarre le mécanisme, mais au dernier moment, une mouche se glisse avec lui dans le téléporteur. Seth ne se rend compte de rien, il sort de l'autre machine intacte. Pour lui, son expérience est un succès. Sauf que les jours passent et des poils commencent à lui pousser sur le dos. Son attitude change. Surtout, un soir dans un bar lors d'un bras de fer, il y va tellement fort que l'os du bras de son adversaire se casse en deux. C'est seulement lorsque ses ongles commencent à tomber qu'il se rend compte qu'il y a peut-être un petit souci. Horreur, lors de la téléportation, l'ordinateur a fusionné son ADN avec celle de la mouche. À partir de là, ça va devenir de pire en pire. Son corps commence à tomber en morceaux. Parallèlement, un peu comme un super-héros, il obtient aussi certaines facultés, comme grimper au mur ou dissoudre des choses avec sa salive. Bon, même si son humanité disparaît petit à petit, il ne perd pas espoir. Il veut construire une machine pour le faire redevenir normal. Sauf que le temps presse. Plus les jours passent, et plus il commence à ressembler à un monstre. La folie l'emporte, il finit par vriller. Maintenant, ce qu'il veut, c'est se téléporter avec son ex-copine Veronica, qui bien sûr est enceinte de lui, afin de créer l'être parfait. Arrive alors la scène qui m'a le plus terrorisé de toute ma vie. Il oblige son ex à rentrer dans la machine, elle se débat et sans faire exprès, elle lui arrache la mâchoire. Alors qu'il la tire, sa peau s'enlève au fur et à mesure. Sa chair pourrie tombe en lambeaux, ses yeux se résorbent, des griffes le transpercent de l'intérieur. L'homme qu'il était se décompose et laisse place à une abomination. Mi-humain, mi-mouche, un corps arqué, une aberration de la nature qui vous fixe avec ses immenses globes noirs. S'il était juste devenu une mouche géante, ça aurait été kitsch, drôle, mais là, cet être indescriptible, il est absolument terrifiant. Il enferme Véronique dans le téléporteur, mais au dernier moment, un autre personnage fait exploser la machine. La mouche n'est téléportée qu'à moitié. Elle n'est plus qu'une masse difforme, gémissante, qui supplie qu'on l'achève, qu'on abrège ses souffrances. Véronica finit par avoir le courage de le faire. Elle tire, sa tête explose, c'est enfin fini. La scène est assez longue, peu de choses nous sont cachées. C'est fou, il n'y avait aucun effet numérique.
que du maquillage. 5 heures par jour de préparation quand même. C'est pour ça que le film remportera l'Oscar dans cette catégorie, et c'est mérité. Avec mon frère, on était en train de hurler et de se cacher sous la couette tellement on avait peur. Puis 2 jours après, on a découvert qu'il y avait une suite. La Mouche 2, sortie 3 ans après le premier. Et évidemment, on en avait assez vu. On n'avait pas envie de replonger là-dedans. Je rigole, on l'a regardé direct. Cette fois, on suit l'histoire du fils de Brundle. Élevé dans un labo, il grandit super vite et reprend les expériences de son père. Bien sûr, quelle bonne idée. Lui aussi a des gènes mutants et va lentement se transformer. Bon, en gros, c'est comme le premier, en moins bien. En tout cas, ça nous a pas empêché de hurler pendant tout le film. Je vous assure, à un moment, il y a un chien mutant sorti tout droit des enfers. Achevez-le. J'ai pas poussé le vice à voir le 3e film ou bien l'adaptation du film en opéra. Oui, en opéra. Dites-vous que j'ai eu peur des mouches pendant des années. Aujourd'hui, ça me dégoûte un peu, mais ça va mieux. Les Body Snatchers. J'ai toujours eu peur d'être différent. Les pires moments de ma vie, c'est ceux où je me rends compte que tout le monde sait quelque chose que je ne connais pas. Ces moments-là où je suis isolé, dans le pétrin, accablé par les regards de tout le monde, je ferai tout pour ne plus jamais les vivre. Et cette peur, j'ai fini par la retrouver à l'écran avec la saga des profanateurs de sépulture. 4 films qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Alors oui, le premier est en noir et blanc, ne partez pas s'il vous plaît, je vous jure, on va parler de plein de trucs, ça va être bien. Adapté d'un livre de 1954, ça raconte l'histoire du docteur Bennell, un psychiatre qui reçoit de plus en plus de patients convaincus que leurs amis et leurs familles ont été remplacés par des imposteurs identiques. Au début, Bennell n'y croit pas jusqu'à ce qu'il découvre des cadavres déformés, sans visage. Il se rend alors compte que les imposteurs dont parlaient ses patients sont en réalité des plantes extraterrestres. Elles tuent des gens pendant qu'ils dorment et les remplacent par des copies conformes sans émotion qui, à leur tour, vont posséder de nouvelles personnes. Du coup, oui, dans le film, il n'y a pas de profanation ou de sépulture. En vrai, on devrait appeler ça l'invasion des voleurs de corps. C'est juste que les traducteurs, à l'époque, ils en avaient clairement rien à foutre. Mais du coup, c'est un peu une partie d'Among Us géante. Des imposteurs extraterrestres partout, une invasion silencieuse. Rapidement, c'est trop tard. Toute la ville a déjà été remplacée, Bennell doit fuir pour ne pas devenir l'un d'entre eux. Le film est un chef-d'œuvre, un carton phénoménal. À l'époque, il terrifiait les salles de cinéma, et encore aujourd'hui, il a 98% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Malheureusement, de nos jours, ça a un peu mal vieilli, et ça fait plus très peur. Heureusement, on en a fait des remakes. Et le deuxième, celui de 78, c'est un des meilleurs films jamais réalisé. L'histoire est à peu près la même. Bennell, aidé de sa collègue Elizabeth, découvre que les humains sont en train de se faire remplacer par des extraterrestres dans leur sommeil. Ils cherchent une solution, mais c'est trop tard. Personne ne les écoute et rapidement, même les autorités ont été remplacées. C'est fini. Ils sont les derniers humains de toute la ville. Les remplacés ne se cachent plus et commencent à remplir des camions de tubercules pour aller envahir les villes alentours. Si Bennell et Elizabeth s'endorment, ils seront les prochains. Il n'y a plus rien à faire, il faut fuir et surtout rester éveillé. Les plantes sont partout. Heureusement, il y a un moyen de passer inaperçu, il suffit de ne montrer aucune émotion. L'idée est bonne, mais ils se font vite démasquer. Ils n'ont plus le choix, ils courent, des hordes d'aliens à leur trousse. Elizabeth ne tient plus, elle finit par s'endormir et au plus grand désespoir de Bennell, elle bascule. Le film se termine quelques jours plus tard. Bennell marche lentement dans la rue en prenant soin de ne montrer aucune émotion. Soudain, il croise une de ses anciennes amies qui a miraculeusement échappé aux plantes. Soulagée, elle le rejoint, mais Bennell, lui aussi, s'est fait avoir. Cette scène, elle m'a glacé le sang. Et y a pas que moi, sur internet, on en parle comme l'une des scènes les plus flippantes du cinéma. Tout le film est angoissant, entre les cadres penchés, les miroirs, les angles tordus, on n'est jamais en sécurité. La menace est diffuse, pas de monstres, pas de sang, juste une paranoïa omniprésente. On ne peut faire confiance à personne, on tente de s'en sortir, mais plus on se débat, plus la main de l'imposteur se resserre autour de notre cou. Des 4 films, c'est le seul qui se finit mal. Il n'y a aucun espoir, les héros se font avoir les uns après les autres et les aliens vont bientôt conquérir le monde. À la fin, le doigt avec lequel Bennell nous pointe, c'est une manière de nous dire « Tu es le prochain ».
Ce qui rend les Body Snatchers si efficaces, c'est qu'à chaque fois les extraterrestres sont des métaphores. Lorsque celui de 56 arrive en salle, pour tout le monde c'était clair, les remplacer, c'était les communistes. Ces agents infiltrés partout, sans émotion, au service du collectif qui colonise l'Amérique dans l'ombre. Sauf que, en fait, pas du tout. Pour le réalisateur, c'est même l'inverse. Ça parle du McCarthyisme, une grosse vague de censure anticommuniste qui a frappé Hollywood dans les années 50. Les gens qui ont perdu leur humanité et qui partent dans une chasse aux sorcières, c'est les producteurs. En interview, il explique, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le film était sur eux. Il n'était pas autre chose que des légumes vivants. Chaque époque a sa métaphore, la fin des hippies, la guerre du Golfe, le dernier en date, avec 13 ans d'avance, c'est un film sur la pandémie. Là, c'est pas des plantes, c'est un virus qui transforme les gens quand ils dorment. Les transformés créent alors un faux vaccin qui transmet en fait le virus à tout le monde. Ouh, 1h30 de théorie du complot bizarre et mal rythmée avec des héros anti-vax qui doivent échapper à des hordes de moutons qui forcent tout le monde à se faire vacciner. Ça aurait pu être un film de 2020 ça. Chaque film a marqué son époque et sans surprise, ils ont été cités, repris et parodiés des centaines de fois. Le légendaire Edgar Wright en a fait sa propre version en 2013 avec des robots aliens tueurs, même Bob l'éponge a fait un épisode dessus. Body Snatchers, c'est l'essence de l'horreur psychologique. Pour faire peur, on n'a pas besoin de gore, de monstres ou de rituels sataniques. La paranoïa, la peur des autres, c'est des choses qui nous parlent à tous et qui, moi, m'empêchent de dormir. Au final, c'est quoi un bon film d'horreur? En 2017, lorsque je suis allé voir le remake de ça, j'étais assez déçu. Le film est objectivement très bien, il y a même quelques moments où j'ai un peu sursauté, mais il est trop lisse. Il explique trop ce qu'il se passe, à aucun moment il ne m'a fait peur. Si les films dont on vous a parlé sont terrifiants, c'est parce qu'ils maîtrisent quelque chose de fondamental. Le mystère, la peur du noir, la peur des monstres, la peur des autres, plus que tout, on a peur de ce qu'on ne peut pas comprendre. Chacun, à leur manière, ils nous propulsent dans un voyage au plus profond des ténèbres. Avec eux, on est comme des enfants coincés au milieu d'un train fantôme, impuissants face aux horreurs devant nous. Même si ces films racontent des choses différentes, ils savent jouer avec nous. Ça va bien plus loin que le gore ou le jumpscare, ils posent une ambiance et une tension qui nous secoue au plus profond de notre âme. Et pourtant, au final, est-ce que je regrette de les avoir vus? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça? Je pense que si l'horreur c'est un genre si fascinant, c'est parce qu'il nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Un film vraiment terrifiant, c'est comme un miroir. Il nous montre qui on est sous la surface. En affrontant nos peurs, on découvre nos faiblesses et on peut essayer de les dépasser. Sur ce, c'était Théromique, Elnox et Maëlie. On espère que vous nous connaissez un peu plus maintenant. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même genre, abonnez-vous et à la prochaine.